je respire. Parce que je suis bien embêté pour vous présenter correctement l'intérêt de Magnésie du Sicile. Alors, n'allez pas croire que cette bataille n'a aucun intérêt. Sinon, je n'en parlerai pas. Mais j'aimerais vous dire que c'est une bataille que j'ai découverte assez récemment, et jusqu'à un certain temps, ça me gênait d'en parler pour un épisode YouTube. Avec normalement, j'aime bien parler des sujets que je maîtrise plutôt bien. Magnésie du Sicile, j'ai lu des bouts d'ouvrages, des sources par-ci, par-là, à droite, à gauche. Ça se recoupe plutôt bien. Mais j'ai pas lu un seul bouquin qui traiterait, par exemple, de la vie d'Antiochos III ou de la grandeur et de la décadence de l'Empire séleucide. Donc il y aura forcément plus spécialisé que moi sur le sujet et beaucoup plus érudit que moi sur le sujet. Donc là, je vais vraiment vulgariser un petit peu, même si pour certains ça peut sembler pointu. Mais voilà, là je ne vais pas être tout à fait dans ma zone de confort. Bon, ça c'est dit. Maintenant, pourquoi elle m'a intéressé, cette bataille de Magnésie du Sicile, dans la chronique que j'essaye de faire, sur des batailles qui ont été mises au second plan, mais qui ont pesé discrètement dans l'histoire du monde. Alors, elle tient au fait en France que on étudie l'histoire en groupes un petit peu séparés. Il y a les spécialistes de Rome d'un côté, les spécialistes de la Grèce de l'autre, les spécialistes parfois même des empires de l'ère post-macédonienne qui se concentrent sur les royaumes héritiers d'Alexandre le Grand. Il y a les spécialistes de Carthage de l'autre. Il y a peut-être même les spécialistes des Gaulois ou des tribus celtes qui migrent. Mais je pense que dans ce que je vais vous restituer, il n'y a personne qui a tenté plus que ça une vue ensemble. C'est-à-dire de voir comment tout ça s'est interconnecté. Et c'est là où Magnésie du Sicile est importante. Parce qu'on voit que pour la première fois dans l'histoire du bassin méditerranéen, que tout est très interdépendant. On va dire que, sauf au temps de Pyrrhus, où il y avait eu une sorte de velléité conquérante d'un royaume qui était de la Méditerranée orientale, eh bien, il y avait encore deux Méditerranées. Il y avait la Méditerranée occidentale d'un côté avec Rome et Carthage, et la Méditerranée orientale de l'autre avec la Grèce. La Grèce, la Macédoine et tous les empires hérités de l'ère des Diadoques. Alors les Diadoques, ce sont les généraux d'Alexandre le Grand, voilà, qui se sont partagés son empire. Jusqu'à présent, les deux mondes avaient une chronologie séparée, et là, désormais, nous sommes dans l'interaction absolue, puisque ce qui se passe d'un côté de la Méditerranée aura une influence de l'autre, et vice-versa. Donc c'est intéressant. Même si les sources sur Magnésie du Sicile et tout ce qui y ont trait sont assez parcellaires. Puisque, encore une fois, les premières sources dont on dispose, c'est Polybe et c'est Tite-Live. Et les deux sont naturellement pro-romains. Alors après, on a beau savoir que les sources sont pro-romaines, ça n'empêche pas de raisonner, ça n'empêche pas de faire preuve d'esprit critique, et effectivement de nuancer les propos, d'essayer de trouver des zones où on peut tirer des conclusions, même si parfois eh bien, les informations sont manquantes. Mais voilà, dans tous les cas, la vérité historique ne peut être qu'approchée. Et tous les points de vue sont subjectifs. C'est-à-dire que moi, je vais avoir une analyse sur ces événements, d'autres personnes en auront une autre. Et c'est pas grave, ça permet de discuter et d'avancer. Et ce que je vais dire ici dans cette vidéo, j'aimerais bien sûr que ce soit figé, gravé dans le marbre, mais il se peut aussi que je continue à évoluer dans mon point de vue. C'est ça la difficulté de présenter aujourd'hui pour vous Magnésie du Sicile. Et ça, c'est vraiment le cœur de comment je fais cette vidéo. Et donc je vais naturellement laisser le cours à la voix virtuelle pour la suite, pour ne pas trop m'emmêler, parce que mon élocution ne sera peut-être pas aussi claire que d'habitude.
J'espère que vous apprécierez bien sûr l'upgrade que j'ai trouvé pour la voie virtuelle pour qu'elle soit un peu moins mécanique. Et je vais suivre bien sûr le plan type des historiens, à savoir qu'il y a un événement bien sûr, mais on va d'abord trouver les causes, le contexte, analyser un peu plus ce qui s'est passé, puis dérouler les conséquences à court terme, moyen terme et long terme, si possible. Voilà, magnifique stipule, c'est tout de suite. Commençons par le contexte. De -197 à -193, Rome se remet encore des blessures de la Seconde Guerre punique. Sa victoire rapide sur la Macédoine, obtenue à Cynocéphale à peu de frais, est inespérée. Les sénateurs, bien que divisés entre deux chefs de file qui sont Scipion l'Africain ou Caton l'Ancien, ne s'attendent pas à mener de nouvelles guerres d'importance. Les citoyens mobilisables n'aspirent qu'à cultiver la terre qu'ils ont quittée, ou retrouver le travail qu'ils avaient laissé. Les consuls qui sont élus durant ces années de trêve ne sont pas connus comme étant des bellicistes acharnés. Ils se cantonnent à des opérations défensives ou à des répressions de révolte. Presque aucun d'eux n'a laissé un nom flamboyant dans l'histoire, mais Cétégus organise des jeux et pacifie la Gaule cisalpine. Rufus chasse les Gaulois boïens du même territoire, dans le but de préserver l'intégrité des frontières face à l'éventualité d'une invasion. Flaccus prépare la fondation de Bologne, qui aura lieu en -190. Seul Caton l'Ancien sort du lot et défend fermement les valeurs de la République romaine, pastorale, austère et intraitable. Il mate d'ailleurs des révoltes en Hispanie en -195. En effet, Rome a acquis d'immenses gains territoriaux en un siècle, depuis l'époque de Pyrrhus, mais son territoire manque encore d'unité politique et culturelle. Les tribus de droit latin gardent de fortes identités régionales, comme les Samnites, et certaines zones ne sont pas romanisées. Pour preuve, en -194, un consul comme Tiberius Sempronius Longus cherche à rallier les Gaulois cisalpins avec le développement de la ville de Plaisance, fondée juste avant l'invasion d'Hannibal. En -193, l'heure est toujours à la fondation de colonies de droit romain dans le sud de la péninsule italienne, qui elle est plutôt de culture grecque, tandis que la lutte contre les incursions d'Insubres et les Boïens accapare toujours une quantité non négligeable de légions. Un tremblement de terre ayant ébranlé Rome, les préoccupations des hommes politiques sont portées principalement sur le fait de pouvoir profiter de la paix et de réparer les dégâts, tout en organisant des cérémonies religieuses pour se concilier les faveurs des dieux. En résumé, Rome cherche à tout prix d'éviter d'être entraînée dans l'engrenage d'une nouvelle guerre majeure. Pourtant, quand Rome est tentée par une forme d'isolationnisme, ses adversaires tentent déjà de se liguer contre sa puissance devenue incontournable. En effet, Rome ne peut jamais connaître une paix véritable et doit toujours maintenir une vigilance renforcée sur les États plus ou moins civilisés qui pourraient lui nuire. En Afrique, le royaume numide de Massinissa est un fidèle allié, mais Carthage n'observe pas tous les termes du traité de paix. L'élection d'Hannibal Barca au poste de suffète en -196 inquiète, mais sans son allié macédonien, celui qui avait fait trembler les murs de Rome ne peut plus se lancer dans une nouvelle guerre. Débutant en politique, il pense pouvoir régner en s'appuyant sur le peuple, quitte à rendre les institutions de la vieille cité commerçante plus démocratiques. Mais son faux pas est de s'aliéner l'oligarchie carthaginoise par des mesures fiscales, et ses ennemis personnels font appel à Rome pour contrer ses plans. La victoire obtenue à Cynocéphale contre Philippe V de Macédoine en -197 permet au Sénat romain d'avoir les mains libres pour poser un ultimatum. Hannibal doit s'exiler ou bien la guerre reprendra. Celui-ci accepte afin de préserver la paix dans le courant de l'année -195. Le clan de l'oligarchie également pro-romain exulte. Les affaires peuvent reprendre et le spectre de la guerre s'éloigne enfin. Du côté romain, l'exil d'Hannibal est une très bonne chose et rend la situation africaine beaucoup moins tendue. Toutefois, un ancien consul comme Flaminius, vainqueur à Cynocéphale, subodore que le répit obtenu contre les ennemis de Rome ne sera que de courte durée. Il multiplie les déclarations philhellènes, et étend son influence dans le monde grec.
En garantissant la liberté des cités-États indépendantes, notamment contre les appétits de la Macédoine, Rome a acquis un immense prestige, mais elle a mis le doigt dans l'engrenage de tout un réseau d'alliances et d'inimitiés qui peut pousser à la guerre. La Ligue achéenne passe de l'hostilité à la bienveillance, puis à une alliance de plus en plus solide, notamment lorsque Rome aide Athènes à vaincre Nabis, le dernier tyran de Sparte, en -195. À cette époque, la Ligue étolienne entretient encore une amitié de façade, mais elle a été déçue par les termes du traité de paix négocié avec Philippe V de Macédoine qui prévoyait des contreparties trop faibles pour les alliés des Romains. En ayant bouleversé l'équilibre des forces entre États grecs, lors de sa première intervention militaire, Rome va donc être contrainte d'intervenir une seconde fois. Voyons à présent la marche à la guerre du côté grec. Pour comprendre pour quelles raisons les Grecs ont envie de se battre contre Rome, il faut se plonger dans les querelles du monde hellénistique. Par conséquent, il faut analyser l'éclatement de l'empire d'Alexandre le Grand. Lorsque le conquérant légendaire meurt en -323, il lègue un immense empire, et 6 clans vont s'affronter pour tenter de le faire tenir d'un seul bloc. Tout d'abord les Argéades, dont Alexandre est issu, tenteront de se maintenir au pouvoir. Mais le clan des Antipatrides n'aura de cesse de contrecarrer les ambitions de la dynastie macédonienne, tout en étant officiellement les régents et protecteurs des Argéades. Les Lagides trouveront que l'Égypte est une terre à part, avec sa culture, son panthéon, son prestige et qu'elle peut facilement faire sécession. Les Séleucides ne sont pas encore très présents au début, car Séleucos, membre fondateur de la future dynastie, est encore en train de grimper les échelons dans l'armée macédonienne. Les Antigonides nourrissent des ambitions, mais leur zone d'influence ne s'étend pas encore beaucoup au-delà de la Grande Phrygie. Dernier venu, et déjà présent, avançant encore à couvert, les Attalides contrôlent Pergame en seconde main, pour le compte d'un stratège ou d'un satrape plus puissant. Toutes les pièces de l'échiquier sont en place pour que l'empire d'Alexandre le Grand vole en éclats dès -323, au cours de la guerre des Diadoques, ses fidèles généraux. Au début, tout se passe plutôt bien. Perdiccas reçoit des mains d'Alexandre l'anneau royal, le confirmant comme chiliarque, un titre équivalent à régent de l'Empire. Toutefois la situation est difficile, Roxane, l'épouse perse d'Alexandre, attend un enfant posthume. Si c'est un fils, il pourra régner, si c'est une fille ou que le bébé meurt, il faut se rabattre sur Philippe III, le demi-frère d'Alexandre, qui ferait un piètre monarque car déficient mental. Ce dernier est malgré tout proclamé roi, sous la garde d'Olympias, la mère d'Alexandre dont l'influence politique augmente. Bien que l'enfant naisse garçon, le futur Alexandre IV n'a aucune chance de régner tant les ambitions des généraux ont grandi en quelques mois. Ce qui va se tramer est du même ordre qu'une saga d'heroic fantasy faisant référence à un trône de fer. Un conflit meurtrier va s'étaler sur plusieurs décennies, avec des mariages improbables, des batailles, des trahisons et un immense chamboulement du monde grec. Pour résumer de nombreuses décennies de géostratégie impériale, allons directement en -322, dans ce jeu de loi tragique. Cette année-là, Perdiccas est assassiné par son hipparque, équivalent grec du maître de cavalerie. Les raisons de son meurtre sont claires, Perdiccas est dans l'incapacité de soumettre Ptolémée qui a fait sécession en Égypte. Quant au fameux maître de cavalerie, vous le connaissez, c'est Séleucos. Nouveau traité, nouveau partage, les cartes sont rebattues. Séleucos obtient la Babylonie, satrapie névralgique, au cœur de l'Empire. Ses complices du meurtre obtiennent la Susiane et la Grande Médie, et se soumettent progressivement à son autorité, ce qui fait de Séleucos le nouvel homme fort du Moyen-Orient. Les satrapies situées très en Orient préfèrent rester neutres dans le conflit qui semble se répandre. Sans doute les Grecs installés au pouvoir se sentent-ils tellement loin de leur base qu'ils préfèrent s'attirer la sympathie des populations qu'ils administrent. Avec la mort de Perdiccas, Ptolémée peut conserver l'Égypte. Mais un général ambitieux, comme Antigone, se soulève contre ce qui reste de l'autorité impériale, incarné entre autres par Eumène de Cardie, un homme loyal à Olympias et à la dynastie Argéade. Malheureusement pour la reine-mère, les choses ne vont pas aussi bien se passer que prévu. Eumène est battu et tué à la bataille de Gabienne en -317 après avoir tenté de résister contre Séleucos et Antigone. Olympias fait exécuter Philippe III, afin de positionner son petit-fils en seule ligne de succession légitime. La mort d'Antipater pourrait affaiblir le clan de la Régence, mais Cassandre, son fils, s'avère être un chef redoutable. La Macédoine est donc le théâtre d'une guerre civile entre Argéade et Antipatride, qui ne s'achèvera que par la disparition totale de la famille royale. Cassandre parviendra à capturer Olympias en -316, puis à la condamner à mort, et étant le protecteur contre nature de Roxane et d'Alexandre IV, il n'aura aucune difficulté à les faire assassiner en -310. Gouvernant avec du sang sur les mains,
Cassandre établit la dynastie Antipatride en Macédoine et doit sans cesse imposer brutalement son autorité tout en privant les cités grecques non rebellées de leurs anciennes libertés démocratiques. Des méthodes décriées par Antigone lors de sa proclamation de Tyr en -315, où il se fait fort d'être le défenseur des libertés grecques. Pourtant Antigone est alors l'ennemi numéro 1 du monde grec. Pour quelle raison Antigone serait-il l'ennemi numéro 1 du monde hellénistique? D'une part, parce qu'avec une armée potentiellement forte de 80 000 hommes et un trésor de guerre issu des conquêtes d'Alexandre évalué à 10 000 talents d'argent, il possède les forces humaines et financières nécessaires à la reconquête de l'Empire. D'autre part, sa proclamation sur les libertés sont destinées à allumer des contrefeux chez ses adversaires, tels Cassandre, tout en lui garantissant le soutien de très riches cités, telles Pergame, dont la renommée va croissant et dont l'allégeance n'est pas fiable outre mesure. Pourtant, de -315 à -301, Antigone dirige toute l'Anatolie et même un peu au-delà, en étant le plus prestigieux des diadoques et en repoussant 2 coalitions dirigées contre lui. Séleucos gagne du temps, et conquiert les satrapies orientales vers -308 afin de devenir plus puissant contre Antigone. Ptolémée conserve l'Égypte. Cassandre ne peut pas grand-chose et doit lutter contre Démétrios, le fils d'Antigone, qui tente de prendre pied en Macédoine. Toutefois, c'est l'intervention de l'intrigant Lysimaque, satrape de Thrace qui vient perturber l'ordre établi en -301 à la bataille d'Ipsos. À la suite de cette bataille, Antigone est tué et son royaume se désagrège. Lysimaque et Séleucos s'octroient la part du lion en dépeçant les possessions antigonides, et Ptolémée obtient quelques gains territoriaux. Mais il est important de noter pour la suite, que Pergame, sous la direction de Philétaïros, le premier des Attalides, a changé de camp en s'inclinant en faveur de Lysimaque. Dans ce jeu de quilles politique, Lysimaque prend la place d'Antigone et noue avec Ptolémée une alliance lorsqu'il répudie son ancienne épouse pour se marier avec Arsinoé, la fille de Ptolémée. Séleucos pourrait être complètement écarté du jeu politique, mais Lysimaque va s'avérer être un roi instable, à la réputation noire de tyran et de meurtrier. En matière politique et militaire, Lysimaque ne fait aucun faux pas, puisqu'il peut utiliser Pyrrhus contre Démétrios en Macédoine, puis vaincre Pyrrhus pour devenir roi de Macédoine en -285, en affaiblissant considérablement ses autres rivaux. Toutefois, après avoir fait assassiner son propre fils en écoutant les rumeurs de trahison propagées par Arsinoé, l'image de Lysimaque se dégrade. D'autres intrigues déclenchent une guerre contre Séleucos qui profite de l'occasion. La bataille de Couropédion, en -281, perdue par Lysimaque, provoque sa chute. Sans Lysimaque, le monde de -281 pourrait être facilement conquis par le vieux Séleucos. Ptolémée est mort dans son lit et il est le dernier des diadoques à être à la hauteur de l'entreprise qui consisterait à reconquérir l'empire d'Alexandre pour l'unifier avant qu'il ne soit trop tard. Démétrios est faible et isolé. Pyrrhus le turbulent prémédite son aventure romaine. Ptolémée Kéronos, roi de Macédoine, est à la fois le fils de Ptolémée, le petit-fils d'Antipater, et le nouvel époux de la sulfureuse Arsinoé, la veuve de Lysimaque. Il s'agit du seul adversaire qui aurait assez de légitimité pour s'opposer au grand royaume séleucide. Pourtant, il n'y aura pas de bataille. Ptolémée Kéronos a recours à des assassins pour éliminer Séleucos. La succession est cependant prête et Antiochos Ier régnera assez tranquillement sur les possessions séleucides pendant 20 ans. Le problème de Ptolémée Kéronos est double, d'une part le climat de suspicion entre proches, importé par Arsinoé qui avait l'habitude d'une probable paranoïa de Lysimaque, d'autre part, une invasion galate. En tuant les fils d'Arsinoé issus de son précédent mariage, provoquant la fuite de son épouse en Égypte, Ptolémée Kéronos s'aliène l'opinion publique de l'époque. Et en étant battu par les Gaulois orientaux qui déferlent sur la Macédoine, il est exécuté par les pillards. Ainsi se termine le grand jeu politique hellénistique de l'ère des diadoques. 4 ensembles stables vont néanmoins progressivement émerger. D'une part l'empire séleucide, bien que le nom d'empire ne fasse pas l'unanimité, contrôle l'essentiel des possessions perses d'Alexandre le Grand et s'étend jusqu'en Asie mineure où il contrôle Pergame, une riche cité qui n'est pas encore indépendante. Mais le but des Séleucides est de conserver leur autorité sur cette ville qui n'aspire qu'à la liberté dont elle bénéficiait sous le règne d'Antigone le Borgne. Le royaume lagide toujours centré sur l'Égypte, ne décline pas véritablement mais ne parviendra pas à réaliser de nouvelles conquêtes. Sa maîtrise des mers et le dynamisme de son commerce ou de sa vie intellectuelle feront toujours des envieux, mais ses frontières demeureront remarquablement stables. Dernier bloc, les Antigonides. La défaite séleucide en Grèce continentale, l'invasion galate et la fin honteuse de la dynastie Antipatride favorisent finalement l'essor d'Antigone de Gonatas, qui repousse les Gaulois grâce à une ruse et s'empare du trône de la Macédoine. Toutefois, la Macédoine des Antigonides doit panser ses plaies après 40 ans de guerre civile et une invasion galate très durement subie, entre pillage et dévastation.
Anéanti, le petit royaume mettra 40 ans à se relever, et encore 40 ans pour redevenir une moyenne puissance. Aussi, lorsque Rome bat Philippe V de Macédoine à Cynocéphale, en 197, elle ne se confronte qu'au plus faible des 4 États hellénistiques, qui n'est capable d'aligner que 75% des effectifs d'Alexandre le Grand au début de son expédition contre la Perse. Bref, Rome gagne contre un royaume qui n'est plus que l'ombre de ce qu'il était. Les Antigonides se retrouvaient donc pris à leur propre piège, celui qu'ils avaient tendu aux Antipatrides près d'un siècle plus tôt. En se posant en défenseuse des libertés, Rome gagnait à sa cause les cités grecques contre une Macédoine jugée opprimante. Mais de la même manière qu'une Macédoine faible avait provoqué l'invasion séleucide de 281, une dynastie antigonide affaiblie ne pouvait que tenter une dynastie séleucide toujours forte, et à même d'assumer son rôle dans une compétition pour l'hégémonie dans le monde hellénistique. Mais, l'empire séleucide des années 190 n'est plus tout à fait le même que celui des années 260. En effet, Pergame est devenue indépendante. C'est une cité dirigée officiellement par les Attalides depuis les années 240 et qui a échappé au contrôle des Séleucides. Avec sa fabrication de parchemin, son industrie réputée de céramique et un arrière-pays agricole fertile, Pergame compte sans doute plus de 100 000 habitants, et demeure le lieu jalousement gardé de conservation des trésors d'Alexandre le Grand. Avec une richesse estimée à plus de 9000 talents, Pergame demeure la banque de l'Antiquité, et le deuxième foyer intellectuel après Alexandrie par la taille de sa bibliothèque. Héritière de la défense du droit des cités grecques depuis l'époque des Diadoques, Pergame s'oppose au pouvoir aristocratique des Séleucides et n'hésite pas à faire appel à des mercenaires de toutes sortes pour compenser son infériorité numérique. Véritable épine plantée dans le pied du colosse séleucide, elle n'en demeure pas moins le joyau convoité des différents souverains qui ont tenté de reconquérir la ville perdue. Mais les Séleucides ont eu bien des déconvenues et des luttes fratricides au cours des années 260 à 230, et leur gloire n'est plus. Beaucoup de provinces orientales se sont émancipées de leur contrôle. Toutefois, il serait vain de lister l'ensemble des pertes territoriales séleucides et d'y voir un signe précurseur de déclin. À ce stade, un seul bon règne peut encore tout sauver. Et c'est exactement ce qui va se produire. En 223, un jeune souverain d'à peine 20 ans monte sur le trône. Son nom, Antiochos III, le Grand, réformateur de l'administration de son empire gréco-perse, il s'avère très vite compétent et fait taire les dissensions qui pourraient faire voler l'empire en éclats. Sur le plan militaire, il innove, avec l'adoption de la cavalerie cataphractaire dans les rangs de ses armées. Ces puissants combattants montés et carapassonnés sont les premiers à pouvoir charger de front, ce qui accroît considérablement leur force d'impact. Malheureusement pour Antiochos III, la bataille de Raphia, menée en 217 contre les Lagides, est un échec. Un échec léger au demeurant, qui maintient le statu quo. Le plus grand affrontement de l'ère hellénistique, réunissant 150 000 hommes tous camps confondus, est un coup d'épée dans l'eau pour les deux parties. Ou peut-être pas. D'un côté le royaume lagide connaît des difficultés financières et politiques, Ptolémée IV étant dépensier, et devant céder aux concessions exigées par le peuple égyptien, qui a complété les rangs des colons macédoniens à Raphia. De l'autre, Antiochos III a beaucoup appris en matière militaire et a les ressources pour mener une anabase. Une anabase, c'est une grande expédition militaire loin de son pays d'origine. Seuls deux généraux d'exception en ont réussi une jusque-là, Xénophon et Alexandre le Grand. Antiochos III sera le troisième. Son anabase, conduite entre 212 et 205, est victorieuse et permet de rétablir l'empire séleucide dans ses frontières initiales ou presque. Les Parthes et les Bactriens sont vaincus. L'Inde est repoussée. L'Atropatène, dernier vestige d'une Perse mal intégrée dans l'empire hellénistique, se soumet également. L'Arménie reconnaît la supériorité d'Antiochos III. Le royaume du Pont s'allie à lui, avec à sa suite, la Bithynie et la Paphlagonie. Antiochos III mérite donc son épithète de « le Grand ». La patience lui vient avec les années, et il bat le royaume lagide à la bataille du Panion en 200, ce qui lui octroie des terres en Samarie et en Syrie. Ptolémée V connaît de grandes difficultés. Il accepte l'amitié séleucide et le mariage avec Cléopâtre, fille d'Antiochos. En une vingtaine d'années, l'empire séleucide est donc devenu incontournable et puissant. En 196, Antiochos III est donc devenu le souverain disposant du plus influent réseau d'alliances qui soit en Méditerranée orientale. Son armée est invaincue depuis 15 ans, et forte de peut-être 80 000 hommes. Il a restauré la grandeur de l'empire séleucide, et ses coffres sont pleins. Il pourrait donc reprendre le rêve de Séleucos, et réunifier le monde grec sous une seule et même bannière. Les Antigonides sont faibles et ont été vaincus par Rome, cette nouvelle puissance venue dans l'espace géostratégique grec. Les cités-États sont divisées. Pergame est isolée. Pergame, la ville félonne qui doit être reconquise.
Même si Rome clame qu'elle garantira l'indépendance et la liberté des cités grecques, ses anciens alliés, comme la Ligue étolienne, ont vite déchanté en constatant quelle indépendance très guidée Rome garantit. La Ligue étolienne clame aux ambassadeurs d'Antiochos III que s'il vient en Grèce continentale, alors il sera acclamé et suivi par le peuple. Le calcul est fort simple. Il vaut mieux vivre sous la férule d'un compatriote qui n'accorde que peu de contrepartie plutôt que sous la coupe d'un étranger qui prétend défendre les droits démocratiques. Sous l'ampleur de la menace séleucide, des villes comme Rhodes ou Pergame n'hésitent cependant pas à s'allier avec Rome. Antiochos III hésite. Il connaît encore assez mal cet adversaire extrême occidental. Or, vient à sa cour en 195 un personnage bien connu. Il s'agit d'Hannibal Barca, la terreur de Rome, le meilleur général de son temps, l'homme providentiel qui peut lui apporter la connaissance de l'ennemi et l'assurance que Carthage pourrait basculer en sa faveur si la guerre contre Rome tourne à l'avantage des Séleucides. Les dés sont donc jetés. Rome voit rouge avec la présence d'Hannibal à la cour séleucide, et les Étoliens appellent à la guerre. Les années défilent et en 192, la guerre est déclarée. Le premier mouvement est en faveur d'Antiochos, son armée débarque à Démétrias, au lieu de la présence antigonide, pour provoquer Philippe V de Macédoine, qui préfère rester soumis aux Romains, en échange de l'annulation de ses indemnités de guerre. Une deuxième armée conquit la Thrace. Cependant, les armées séleucides ne sont pas acclamées comme espéré. Les Grecs, prudents, observent les forces se positionner. Mais Antiochos et ses alliés, insuffisamment rejoints par les populations locales, ne peuvent aligner que 10 500 hommes face aux Romains qui en débarquent près de 22 000. Cette double présence, tant séleucide que romaine, conduit à un affrontement oublié de la guerre antiochique, en 191, la seconde bataille des Thermopyles. Cette bataille a dû être au moins aussi épique que la première car Antiochos III doit se retirer blessé par une balle de fronde, probablement tirée par des auxiliaires des Baléares, combattant pour Rome et non plus pour Carthage. Les chiffres fortement manipulés par Tite-Live n'indiquent que 200 pertes romaines, ce qui reste peu plausible. Pourtant, en analysant le récit, il est bien dit que les Astati puis les Principes avaient subi de lourdes pertes face à l'avancée de la phalange hellénistique, preuve que la formation tardive des Sarissophores pouvait être très efficace. Celui qui sauve la situation côté romain, c'est Caton l'Ancien. Fort de sa très bonne culture grecque, il reprend le chemin de Xerxès pour encercler les troupes séleucides, et les anéantit. La meilleure armée séleucide, forte de 10 000 hommes, est donc massacrée et Antiochos III doit se retirer par voie de mer en Asie mineure. Bien que devant être vue comme une campagne où l'enchaînement des affrontements conduira à un assaut décisif, la guerre antiochique se poursuit durant les années 191 et 190 surtout sur mer. Les batailles navales voient souvent des succès des Romains alliés aux Rhodiens. Mais il est important de constater qu'au milieu du désastre, à la bataille de l'Eurymédon ou de Sidée, en 190, Hannibal Barca est capable de sauver la moitié de la flotte séleucide sous ses ordres alors qu'il est commandant en second. Le vrai problème d'Antiochos III, c'est qu'il n'arrive pas à promouvoir son conseiller militaire à un poste clé suffisamment élevé, en subissant les pressions d'une cour grecque, qui ne voit en Hannibal qu'un Phénicien exilé, un étranger. Hannibal s'avère pourtant être un amiral aussi redoutable sur mer qu'il était excellent général sur terre. Il gagnera d'ailleurs ses dernières batailles navales pour le compte de Prusias de Bithynie quelques années plus tard. Il est donc extrêmement dommage qu'Antiochos III n'ait pas promu Hannibal à un grade plus élevé. Comble d'infortune pour le plus grand ennemi de Rome, ses appuis à Carthage échouent à fomenter un coup d'État qui aurait pu faire basculer la cité marchande dans une alliance séleucide. Carthage reste donc neutre et l'empire séleucide doit se préparer à un débarquement romain. Celui-ci arrive pendant l'hiver 190 à 189 et conduira à la bataille de Magnésie. Magnésie du Sipyle. Nous y voilà. Enfin la bataille rêvée qui pourrait faire basculer le cours de la guerre. Pour l'empire séleucide, l'objectif est simple. Affronter Rome en bataille rangée pourrait sauver une campagne jusque-là désastreuse et engager une guerre d'usure, plutôt favorable à l'immense empire qui pourra alors de nouveau mener une offensive, et peut-être capturer Pergame. Pour Rome, il s'agit de transformer l'essai. Les premiers moments de la guerre contre Antiochos lui ont été favorables, mais elle doit prouver aux cités grecques dont elle est le bouclier qu'elle est capable de les défendre contre l'impérialisme séleucide. Rome réunit officiellement 30 000 légionnaires, mais les historiens modernes estiment plutôt que les forces combinées de Rome et de ses alliés, dont les troupes de Pergame, avoisinent de manière plus crédible les 50 000 hommes. De son côté, Antiochos III fait évacuer la Thrace et réunit la plus vaste armée que son empire est capable d'aligner. Certains parlent de 80 000 hommes, ce qui reste acceptable, mais il faut relativiser les chiffres encore une fois. 60 000 hommes semble plus raisonnable, toujours suivant les estimations d'historiens modernes qui abaissent parfois ce chiffre à 50 000 hommes. La raison en est simple.
Les deux armées vont s'affronter suivant un schéma très classique de marteau et d'enclume, sans généraux d'exception, à armement technologique égal, et il est impossible dans ces conditions pour Rome de remporter numériquement à 1 contre 3. Il est possible que l'armée séleucide ait gardé un avantage numérique léger, mais elle ne pouvait pas avoir de supériorité écrasante. La composition des forces romaines reste relativement incertaine. Si le centre est bien composé par des légions de recrutement romains, formées de soldats citoyens, vétérans de plusieurs campagnes de pacification, et parfois même de cynocéphales, disposés en 3 lignes sous le commandement de Scipion l'Asiatique, le reste est plus hétéroclite. L'aile gauche est formée de cavalerie latine et de légions de recrutement latin, légèrement inférieures en qualité. L'aile droite honorifique est laissée aux troupes de Mène de Pergame, renforcées de la cavalerie romaine. Cette disposition est assez étrange, car elle combine cavalerie relativement lourde et infanterie légère, composée d'archers crétois et illyriens, et de peltastes achéens. Autrement dit, l'aile droite peut charger ou tirailler, mais pas engager de combat prolongé. Une dernière précision doit être apportée à la composition de l'armée romaine. Elle dispose également de 16 éléphants de guerre d'Afrique, fournis par leur allié numide, le roi Massinissa. Mais la bataille de Raphia, en -217, a prouvé que les pachydermes, plus petits que leurs homologues indiens, tendent à être intimidés en cas de duel d'éléphants. Par conséquent, les Romains ont des éléphants de guerre, mais ils ne vont pas oser s'en servir. Ils les placent sur l'aile droite, quasiment en réserve, sans savoir ce qu'ils doivent en faire. Sage décision, car la suite prouvera à quel point les éléphants ne sont pas des montures de guerre très fiables. Du côté des Séleucides, l'avantage numérique est présent, et leurs éléphants de guerre indiens, au nombre de 54, pourraient terroriser ou piétiner les légionnaires. Pourtant, Antiochos III commet une erreur fatale en laissant le commandement à Zeuxis plutôt qu'à Hannibal. Zeuxis, général grec, répète le même schéma qu'à la bataille de Pagnon où le déroulement des événements avait été assez chaotique. Peut-être est-il au courant que Scipion l'Africain conseille son frère Scipion l'Asiatique et que les Romains savent manœuvrer pour esquiver les charges d'éléphants. Malheureusement, en plaçant ses 54 éléphants derrière son centre principal de 16 000 sarissophores lourds, disposés sur 32 rangs de profondeur, ils n'usent pas d'une tactique très astucieuse. La phalange hellénistique, véritable rouleau compresseur plus perfectionné que la phalange d'Alexandre, n'a pas besoin du soutien d'éléphants. Et en disposant ces éléphants à l'arrière, ils ne servent plus à rien. Les meilleurs généraux, tels Xantippe ou Hannibal, n'hésitaient malheureusement pas à les sacrifier en première ligne, là où ils causeraient le plus de dégâts avant de devenir incontrôlables. Bref, le plan timoré et sans originalité de Zeuxis laisse augurer du pire. Pourtant, cette première bourde séleucide n'est pas la plus grave. Le véritable problème d'Antiochos est l'aspect bigarré et totalement bariolé de ses troupes qui manquent de cohérence. Certes, ses meilleurs éléments ont fait une anabase et ont de l'expérience, mais que dire des mercenaires galates de l'aile gauche, dont la loyauté est instable, et qui vont combattre au milieu des archers chameliers arabes, toujours sur la même aile gauche en face de Mène de Pergame. Ces unités risquent de ne pas se comprendre et de détaler à la première difficulté. Mais continuons de lister les failles. Les points de fragilité sont surtout présents sur l'aile gauche des Séleucides qui se comportent à cet endroit comme d'anciens souverains perses, utilisant même des chars à faux. Or les chars à faux sont des unités militaires complètement dépassées à cette époque, et qui n'ont jamais été capables d'apporter la victoire en dehors des stades très reculés de l'Antiquité. Leur impact psychologique est clair, mais face à des armées entraînées, ils sont relativement inefficaces. Eumène de Pergame sait d'ailleurs très bien comment les vaincre. Les détails ne sont pas clairs non plus sur le modèle des chars à faux, si par exemple c'est le poitrail du cheval qui fait bélier, ou si les équipages de quadriges ont des lances pointées vers l'avant pour aider les chevaux à percer les formations d'infanterie. Mais le fait est que cet attachement aux chars tractés est passéiste. L'aile gauche d'Antiochos III comporte aussi un petit nombre de cataphractes, mais qui est dilué au sein d'une masse de combattants beaucoup moins protégés. Par exemple, l'aile gauche séleucide comporte des cavaliers dits tarentins, rapides, mais sans protection particulière, donc capables de manœuvrer très vite mais sans le support des autres unités. Ce qui veut dire juste capables de courir plus vite à la mort. Bien sûr, l'aile gauche séleucide comporte aussi quelques milliers de peltastes grecs orientaux, des milliers d'archers et de frondeurs d'origine perse, mais ce patchwork n'a pas de véritable cohésion. Et surtout ils sont disposés en arrière des chars à faux, ce qui va rendre leur action beaucoup moins efficace. Beaucoup de spécialistes vont même dire que trop d'interarmes tue l'efficacité de l'interarme. C'est principalement ce qui va conduire le prince héritier et le neveu d'Antiochos III à complètement perdre d'avance le combat sur l'aile gauche séleucide. Leur armée est plus faite pour défiler en parade et impressionner les civils que pour dévaster un champ de bataille.
Revoyons maintenant le centre séleucide. Il possède bien sûr la phalange de sarissophores, mais aussi les fameux argyraspides, des porteurs de boucliers argentés, des colons macédoniens aptes à se battre aussi bien au corps à corps avec une épée qu'en formation avec des piques. Le prestige de la phalange fera qu'ils combattront en formation comme les sarissophores, ce qui donne encore plus de force mais encore moins de résilience à un centre séleucide fort de peut-être 40 000 hommes. Passons maintenant à la véritable force de l'armée séleucide, il s'agit de son aile droite. Abstraction faite de l'époque, cette redoutable aile droite a comme des siècles d'avance sur son temps et aurait très bien pu avoir sa place en pleine ère médiévale. En effet, Antiochos III réunit plus de 3000 cavaliers cataphractaires, 1000 cavaliers lourds de l'Agéma, donc la garde royale, pas moins de 1200 archers à cheval venus des rivages de la mer Caspienne, le tout supporté par un corps d'argyraspides, d'archers et de frondeurs à pied. Cette aile droite possède donc tout, rapidité, force, protection, capacité d'agir à distance. Et elle s'avérera également dévastatrice sur le champ de bataille, car elle concentre une quantité de cavalerie lourde telle que jamais aucune autre armée n'en a concentré. Dans ce sens, la bataille de Magnésie du Sipyle qui s'annonce s'apparente à la dernière grande bataille de l'ère hellénistique, avec des royaumes grecs encore puissants. On y trouve un mélange de styles uniques avec usage des chars à faux, des éléphants de guerre, des argyraspides, des sarissophores, des archers ou des peltastes, mais désormais, il faut compter avec la Légion qui intervient comme allié de luxe de la dynastie attalide. Les Romains ont donc légèrement peur d'affronter cette vaste armée, et les deux camps s'observent pendant 3 jours avant de décider à s'affronter. Antiochos III demande à Hannibal si son armée peut l'emporter. Il n'est pas certain de ce qu'aurait répondu le général Punique, lui qui avait l'habitude de dire que l'armée séleucide était du butin sur pied pour l'armée romaine, ce qui pourrait être un ajout apocryphe d'Appier ou de Tite-Live. Mais Hannibal aurait répondu en substance que l'armée d'Antiochos III semblait bien assez nombreuse pour affronter la légion romaine, pour affamer de victoire qu'elle était. Peut-être Hannibal avait-il vu les faiblesses du dispositif grec dont les détails sont parfois divergents suivant les sources? Mystère. Pour les frères Scipion, ces 3 jours d'attente et de positionnement sont également des jours de doute. Les Romains appréhendent le choc contre cette plus grande armée du monde antique. Mais battre en retraite au cœur de l'hiver serait un coup porté au moral des troupes et apporterait le déshonneur devant le Sénat. Rester en place pourrait être dangereux, si Zeuxis souhaitait couper les lignes de ravitaillement. Mais le commandement hellénistique souhaite affronter les Romains à la loyale. Malgré tout, Magnésie du Sipyle qui a lieu au début de l'année -189, n'est pas tout à fait une bataille rangée classique où chaque aile s'affronte de manière traditionnelle avant de donner lieu au choc des centres. Eumène II de Pergame apporte quelques éléments de surprise. Avec ses peltastes et ses archers qu'il dispose en ordre desserré, il harcèle les chars à faux séleucides pour débuter les hostilités. Suivant les sources, il ordonne de cibler les conducteurs plus que les attelages, puis de faire paniquer les chevaux suivant une technique bien éprouvée pendant les guerres de défense du petit royaume des Attalides. L'opération fonctionne, et les chars à faux sans personne pour les diriger créent une grande confusion au milieu des troupes d'Antiochos III, confusion entretenue par les projectiles divers qui continuent de pleuvoir. L'armée disparate du Séleucide est incapable de se coordonner. Les cataphractes ne peuvent réellement se déployer et sont gênés par des unités en fuite, qui battent en retraite sous l'effet de l'attaque surprise et de la déroute des éléments qui devaient apporter une victoire facile. Eumène II de Pergame en profite pour lancer courageusement la charge avec 800 cavaliers, appuyés par 3000 cavaliers romains. C'est un succès complet, car les troupes légères peuvent suivre facilement la progression de la cavalerie, ce qui entretient la désorganisation de l'ennemi. Aucune unité séleucide ne s'illustre dans une défense particulièrement acharnée, sauf peut-être les archers chameliers, et les cataphractes qui ne pourront que gagner du temps avant une désagrégation complète de l'aile gauche séleucide. Sur l'aile droite, c'est une situation inverse qui se produit. La charge des 3000 cataphractes et des 1000 compagnons de la garde royale est parfaitement orchestrée par Antiochos qui fond sur les Romains à grande vitesse. Suivant Appier et Tite-Live, toute une légion de l'aile droite est balayée par la charge frontale des cataphractes, et ne figurera étrangement pas au bilan des pertes. Les légionnaires sont en effet confrontés pour la première fois à ce type de cavalier lourd qui n'hésite pas à attaquer de front, ce qui est un fait nouveau. En termes d'énergie, la cavalerie des compagnons, qui chargeait au trot et en forme de losange, heurtait précédemment des formations d'infanterie avec peut-être une énergie de 3500 joules par cavalier, en supposant une vitesse de 15 km/h et un choc à 45 degrés, ce qui était comparable à l'action d'une phalange. Or, lorsque les cataphractes chargent, toute l'énergie est dirigée frontalement, et même s'il s'agit d'un petit galop à 20 km/h, l'énergie augmente de manière quadratique. Un cavalier en armure et son cheval pesant 850 kg ont alors une énergie de 13 000 joules environ,
ce qui va souffler les rangs de la Légion et désarçonner les cavaliers romains qui ne sont pas habitués à des manœuvres aussi rudes. Cela permet à Antiochos III, qui dirige la charge, de vaincre sur l'aile droite et de poursuivre son avantage. En effet, Antiochos III a un tel élan et une telle confiance dans ses cataphractes, qu'il répète la manœuvre de Raphia, menée une trentaine d'années plus tôt. Son but est de s'emparer du camp romain, ce qui anéantirait le moral des légionnaires, du moins le pense-t-il. L'idée n'est pas sotte car dans le camp se situent les vivres, la paye, et parfois même ce que l'on pourrait appeler la traîne d'une armée, épouses illégitimes des soldats, enfants, esclaves, blessés, malades. Pour les soldats, perdre le camp, c'est perdre tout ce qui donne un peu de sens concret à leur engagement plutôt que de combattre pour des grandes idées telles que la République romaine ou l'Empire séleucide. Or, pas de chance pour Antiochos III, le camp romain va se défendre bec et ongle avec sa petite garnison, et sera soutenu par l'engagement inespéré de 2000 sarissophores macédoniens qui étaient restés en réserve de profondeur. L'action des cataphractes est rendue totalement inefficace par l'arrivée de la phalange, car si un cavalier peut charger de front un fantassin équipé de glaives, il ne peut pas se lancer à toute vitesse contre un mur de lance planté en terre. En cas de choc, toute l'énergie de charge est dispersée dans le sol, ce qui aurait tendance à désarçonner le cavalier, et surtout les longues lances des sarissophores auront tendance à frapper le cavalier avant que le cavalier ne puisse toucher un fantassin, car la lance des cataphractes est plus courte, 3 à 4 mètres. Ce rôle des Macédoniens dans la bataille de Magnésie est souvent sous-estimé, mais ce sont bien eux qui sauvent l'aile gauche romaine de la charge fantastique d'Antiochos III. La situation est alors asymétriquement bloquée. Antiochos III pourrait tourner bride et venir renforcer son centre. Eumène II de Pergame est encore en train de gagner contre l'aile gauche séleucide, mais il a bien pour plan d'entamer un mouvement en tenaille vers le centre. C'est donc au centre que désormais tout va se jouer. Les détails exacts des manœuvres centrales n'est pas connu. Mais par analogie avec d'autres batailles, il est possible d'imaginer ce qui se passe. Tout d'abord la phalange séleucide s'aligne sur 32 rangs, en doublant sa profondeur. Cela lui donne une puissance d'environ 1600 à 2600 joules, pour chaque file marchant entre 4 et 5 km/h, ce qui est inarrêtable. C'est un véritable rouleau compresseur humain qui s'abat sur la Légion. Même si elle est à l'arrêt, la phalange de sarissophores, si chaque homme est incliné vers l'avant à 30 degrés, peut pousser 1,36 tonnes au fer de lance. Cela n'équivaut pas à la phalange de Leuctre, utilisée par les Thébains, qui pouvait atteindre 2 tonnes de poussée, mais cela représente une poussée colossale utilisée sur un front très large, au contraire de l'armée thébaine qui concentrait cette force en un point unique de la mêlée. Même en se compactant au maximum, la Légion ne peut fournir que 400 kg de poussée, et avec probablement d'énormes difficultés pour les Astatis qui ne sont pas équipés pour résister à un effort de presse collective. Il est donc probable que les Astatis reculent et encaissent les 10% de pertes logiques d'un combat de type hoplitique. Le centre romain est donc en difficulté, comme à chaque fois dans un affrontement linéaire contre la phalange. Ce qui va sauver la Légion, c'est l'intervention de ses vélites. La portée d'un javelot est assez variable, estimée entre 10 mètres et 50 mètres, suivant son poids, la force présumée du lanceur et son entraînement. Les vélites vont sans doute couvrir l'assaut de leurs camarades Astatis en faisant pleuvoir une grêle de traits sur la phalange, puis voyant que cela est inefficace, sur les éléphants de guerre situés derrière les sarissophores. En faisant l'hypothèse de 2 hommes situés par mètre de profondeur du champ de bataille, les éléphants sont situés à environ 30 mètres des premiers vélites. Les javelots s'abattent donc avec peu de force autour, ou sur les pachydermes. C'est assez pour les blesser légèrement, et pour leur faire perdre leur tempérament. Les éléphants de guerre séleucides vont donc vouloir charger les vélites à travers les rangs de la phalange. En piétinant les phalangites, ils vont semer la panique dans les rangs des meilleurs régiments d'Antiochos III, qui ne s'attendent pas à être chargés dans leur dos par leurs propres éléphants. La phalange se désagrège par l'arrière et le sauve-qui-peut gagne les rangs de l'armée séleucide. La suite est alors prévisible, la légion entraînée par Scipion l'Africain qui intervient discrètement auprès de son frère Scipion l'Asiatique sait comment esquiver puis abattre les éléphants qui chargent, avant de se lancer à la poursuite de la phalange en déroute, glaive en main. Plus d'une quarantaine d'éléphants de guerre seront ainsi abattus, et la quasi-intégralité du corps des sarissophores sera également anéantie. Les statistiques exactes sont assez mensongères, et il serait vain d'annoncer un chiffre. 74% des éléphants, 70% des fantassins? C'est possible, même si Antiochos III tente de sauver la situation par une charge à bride abattue de ses cataphractes, il est trop tard. Il s'élance de trop loin et n'a pas le temps de renverser le cours de la bataille. Ce qui indique malgré tout que sa dernière charge a dû causer des dégâts aux triaries des Romains. Ce qui n'est curieusement pas mentionné par les sources romaines. En fait,
En examinant les sources romaines, la disproportion de pertes était hontée. Les Romains n'auraient perdu que 320 hommes et les Pergamiens une quinzaine, quand les Séleucides se seraient vus infliger jusqu'à 50 000 morts. En examinant un peu mieux ce qui se passe, il est probable que les Romains et leurs alliés aient essuyé entre 5 000 et 10 000 morts, et qu'Antiochos III ait vu la moitié de son armée devenir déserteuse, tout en ayant des pertes probables autour de 20 à 25 000 hommes. Dans tous les cas, c'est une défaite majeure et Antiochos III a l'intelligence de le reconnaître. Le souverain Séleucide s'apprêtait à signer plusieurs traités qui allaient conclure à une trêve avec les frères Scipion, avant de signer le traité de paix d'Apamée qui mettrait fin à la guerre en 188. Or, ce traité de paix d'Apamée est le plus humiliant qui fut infligé à une grande puissance. Il est encore plus terrible que les conditions de paix imposées à Carthage après la Seconde Guerre punique. Pourtant, et probablement la mort dans l'âme, Antiochos III se résout à le signer, ce qui met un terme à ses rêves de grandeur et à plus de 30 ans d'un règne glorieux. Le grand homme n'est plus. Désormais, il ne sera que le grand vaincu de Rome, comme tant d'autres dirigeants après lui. Le pire est qu'il ne lui reste plus qu'une seule année à vivre, avant de connaître la fin d'un vulgaire voleur, nous verrons pour quelle raison. Voyons à présent les clauses du traité de paix d'Apamée. La paix d'Apamée est peut-être l'un des pires exemples de paix que Rome peut infliger à un empire vaincu. En échange d'une amitié éternelle du peuple romain à l'égard de la dynastie séleucide, Antiochos III doit d'abord livrer une vingtaine d'otages choisis par le Sénat romain, dont son fils cadet, et dont Hannibal, qui est réclamé. Mais ce dernier a déjà senti le vent tourner et s'est exilé ailleurs. Ensuite, l'empire séleucide doit réduire sa flotte à une dizaine de vaisseaux, ce qui est ridicule pour une grande puissance. L'intégralité de ces éléphants de guerre doit être livrée à Pergame ou à Rome et l'empire séleucide se voit interdit d'en posséder ou d'en former de nouveaux. Plus tard, Rome ira même jusqu'à mutiler des éléphants de guerre séleucides pour les rendre dans l'incapacité de se battre lors d'inspections d'observation du traité de paix. Mais ces conditions draconiennes ne sont pas tout. Les pertes territoriales pour l'empire séleucide sont considérables. D'une part, la plupart de ces terres en Asie mineure passent sous le contrôle d'Eumène II de Pergame, qui devient le premier roi de la dynastie attalide à devenir véritablement puissant. D'autre part, un royaume de Cappadoce allié à Rome est créé. Par ailleurs, toute présence militaire séleucide est repoussée au-delà d'une frontière délimitée par le fleuve Alice et les monts Taurus. L'empire séleucide s'engage également à ne recruter aucun mercenaire à l'ouest de cette frontière. Mais ce n'est pas tout. En réparation de guerre, Antiochos III doit donner 500 talents d'argent en caution, 2500 à la ratification du traité de paix et 12 000 à payer en 12 annuités. En termes modernes, ces 15 000 talents représentent 38 tonnes à payer annuellement en moyenne. Ce sont des termes beaucoup plus durs que ceux infligés à Carthage qui doit payer un peu moins de 6 tonnes chaque année et qui est déjà mise à genoux. L'empire séleucide ne se remettra jamais vraiment du versement de cette indemnité de guerre écrasante. Cela poussera Antiochos III à racler les fonds de tiroir de l'empire et à dévaliser le trésor d'un temple. Surpris par la population locale qui ne le reconnaît pas, il sera lynché comme un vulgaire bandit. Triste fin pour celui qui fut Antiochos III Mégas, le Grand. Avec ce traité de paix, Rome va donc acquérir une fortune immense en peu de temps, à défaut de gains territoriaux immédiats. Le monde hellénistique reste en place, mais de fait, il est déjà plus ou moins dans l'orbite du Sénat romain. Pour illustrer à quel point l'empire séleucide va connaître de graves difficultés à la mort d'Antiochos III, prenons l'exemple des règnes suivants qui conduisent à une véritable tragédie. Son fils aîné Séleucos IV, règne de -187 à -175 et peine à défendre les frontières orientales contre les incursions bactriennes, partout indiennes. Tout son règne est consacré au paiement de la dette de guerre à Rome. À cette époque, Jérusalem est une ville prospère et il décide de s'emparer du trésor du temple, ce qui causera des troubles, puis son assassinat, par son ministre Héliodore, qui tente un coup d'État. Antiochos IV rétablit la dynastie en -175 en chassant l'usurpateur. Mais c'est un souverain hellénistique qui a été otage de Rome. Sa santé mentale n'est pas excellente. Il sait que ses actions sont soumises à l'approbation de Rome et s'acquitte encore du dernier paiement des indemnités d'Apamée qui ont eu du retard. Il reste malgré tout le dernier souverain séleucide à avoir des velléités de puissance. Mais son armée n'a pas la même force. Sa politique anti-lagide irrite Rome. Son besoin d'argent perpétuel pour renflouer les caisses de l'État et sa volonté d'helléniser les Juifs suscitent des révoltes en Palestine et en Samarie qui affaibliront durablement l'empire séleucide. Bien qu'il tente une anabase en -166, son projet échoue piteusement, lorsqu'il tombe malade dans les anciennes satrapies de Perse ou de Susiane. Il meurt en -164, laissant l'empire en plein désarroi. Le pire ennemi de l'empire séleucide devient alors Mithridate Ier, roi des Parthes, dont le long règne facilite l'expansion de ce peuple. Très vite, les Parthes progressent jusqu'en Babylonie,
l'ancien cœur du pouvoir séleucide. Le jeune Antiochos V, né d'un mariage peut-être consanguin, doit établir la paix intérieure pendant ce temps. Concurrencé par Démétrios Ier, issu de la branche aînée des Séleucides, il meurt assassiné en -162. Démétrios Ier, fils de Séleucos IV et non d'Antiochos IV, est donc au pouvoir, mais il déplaît à Rome, dont il a été également l'otage pendant sa jeunesse. Cependant, les révoltes continuent et une alliance entre Pergame, Rome et l'Égypte font monter sur le trône un usurpateur, Alexandre Ier Balas. En -150, l'Empire séleucide est donc le jouet des puissances étrangères et l'usurpateur épouse Cléopâtre Théa, l'intrigante fille de Ptolémée VI. S'ensuit une période de trouble qui ne peut être résumée que par une ellipse jusqu'à l'avènement de Démétrios II. Les deux règnes de Démétrios II illustrent à quel point l'Empire séleucide a été miné de l'intérieur par Magnésie du Sipyle en -189 et la paix d'Apamée de -188. Cherchant à se ménager l'amitié lagide, Démétrios II épouse Cléopâtre Théa, veuve d'Alexandre Balas. Il s'appuie sur des mercenaires crétois pour conquérir le pouvoir entre -147 et -145. Mais son règne est d'une grande dureté, et il doit mater une révolte à Antioche, devenue la nouvelle capitale de l'Empire depuis que Babylone est menacée. Malgré des réformes du système des satrapies héritées des Perses, Démétrios II ne parvient pas à donner un nouvel élan à l'Empire séleucide. Alors que la Mésopotamie est conquise par les Parthes en -141, les populations locales appellent à l'aide leur souverain légitime. Mais Démétrios II est capturé par Mithridate après une bataille, ce qui rend le pouvoir vacant dès -139. Bien traité par son hôte Parthe, Démétrios II tente de s'évader 2 fois, sans succès, et se voit octroyer la main de Rhodogune, la fille du roi Parthe. Son retour au pouvoir en -129 est une autre catastrophe. Antioche lui est toujours hostile, les Parthes également, et sa première femme Cléopâtre Théa, qui s'est mariée avec son frère Antiochos VII entre-temps n'a pas digéré son mariage Parthe. Lorsque la population se soulève, elle lui ferme les portes d'Acre qu'elle gouverne. Démétrios II meurt assassiné peu de temps après, en -126, abandonné par tous. S'ensuit une nouvelle usurpation avec l'influence lagide, très brève, puis le règne de Séleucos V, sous l'influence de sa mère Cléopâtre Théa, qui le fait poignarder lorsqu'il souhaite s'émanciper. Antiochos VIII monte donc sur le trône en -125 et manque également de se faire empoisonner par sa mère, qui boit finalement la coupe qu'elle lui destinait. Cette tragédie familiale a d'ailleurs inspiré Corneille pour écrire sa pièce Rhodogune, en la romançant davantage, car il n'est pas dit que les enfants de Démétrios II auraient courtisé la princesse Parthe. Le règne terne d'Antiochos VIII montre alors que ce qui reste de l'Empire séleucide n'est alors qu'une sorte de grand royaume de Syrie. Il sera d'ailleurs dévasté par la guerre civile entre Antiochos VIII et IX, car les deux demi-frères issus de Cléopâtre Théa vont se disputer le triste privilège de régner sur les ruines. Dès les années -110 donc, l'Empire séleucide a été anéanti par les intrigues issues du traité d'Apamée, et même s'il perdure jusque vers -60, il n'est plus que l'ombre de sa gloire passée. Si la situation est dramatique pour l'Empire séleucide, elle est bien plus faste pour Rome. La République, via le traité d'Apamée, va mettre la main sur 15 000 talents, ce qui ajouté aux 10 000 talents de la guerre punique, va lui constituer un trésor de guerre encore plus faramineux que celui de Pergame, son allié. À elles seules, les deux villes auront une capitalisation supérieure à 35 000 talents d'argent probable, ce qui en fait deux puissances économiques écrasantes. Jamais aucun conquérant n'avait eu une telle somme en sa possession. Les sénateurs vont donc pouvoir investir cet argent dans l'économie civile, en préférant maintenir la paix. La Via Emilia est construite et des cités voient le jour, comme la future Forlì, au cours des années -180. La romanisation des territoires conquis peut donc commencer, ce qui sera précieux pour constituer un sentiment d'unité culturelle. Si Rome doit batailler ensuite contre la Macédoine à la fin des années -170, c'est uniquement en raison du baroud d'honneur de Persée, le dernier roi antigonide digne de ce nom. Militairement, le prestige de la Légion est également très grand. Elle a vaincu la phalange hellénistique, après les armées carthaginoises, et aucun autre empire ne pourra aligner autant de cataphractes que l'Empire séleucide, ce qui réduira le nombre d'armées capables de concurrencer la Légion à presque rien. L'armée romaine de type polybienne demeura donc quasiment invaincue jusqu'aux années -120 à -50 où l'apparition de nouvelles tactiques lui posera de temps en temps quelques gros problèmes. Mais ceci bien sûr, sera l'objet d'épisodes suivants, si tout va bien. Alors, quelle conclusion et quelle ouverture pourrais-je donner en fin d'épisode sur Magnésie du Sipyle? Alors tout d'abord, en moins de 5 minutes en plus, parce que j'aimerais pas trop prendre de votre temps. Donc tout d'abord, bien sûr, si jamais vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez le liker et vous abonner pour ne pas manquer le suivant, qui sera probablement sur Pinda.
Voilà. Si jamais vous voulez laisser un commentaire, constructif de préférence, je vous invite bien sûr à l'écrire, et si j'ai du temps, eh bien, j'y répondrai. Si jamais vous laissez un autre type de commentaire, j'y répondrai aussi, sans doute, peut-être avec malice. Mais bon, c'est vous qui voyez. Dans tous les cas, moi, ça ne me dérange pas que vous réagissiez librement, hein. Après tout, de toute façon, plus il y aura de vues et plus je verrai des commentaires différents. Je tente l'expérience. Voilà. Revenons à Magnésie du Sipil. Alors, le plus important en Magnésie du Sipil, c'est que c'est pour moi, et on peut discuter là-dessus, hein, il y a débat. Moi, je fixe cette date comme ça parce que j'aime bien, mais voilà, vous avez le droit d'être en désaccord avec moi. Magnésie du Sipil, pour moi, c'est l'acte de déclin de l'Empire séleucide. En effet, plus jamais, eh bien, l'Empire séleucide n'aura le même rayonnement, la même force militaire, ni la même extension territoriale. Petit à petit, il va se faire grignoter par ses voisins. Et c'est pour ça que des années plus tard, lorsque Rome annexera ce qui restera de l'Empire séleucide, souvent les historiens font l'ellipse narrative en disant que l'Empire séleucide était devenu décadent. C'est pas faux, mais c'était un peu court et ça méritait de revenir dessus. La deuxième conséquence, c'est pour Rome. Rome n'est pas encore impérialiste, pour reprendre un terme un petit peu XXe siècle. Mais Rome, en fait, par le biais des indemnités de guerre qu'elle impose dans les traités aux pays vaincus, comme Carthage ou comme l'Empire séleucide, eh bien, c'est comme si elle percevait directement des impôts sans administrer le territoire. Et ça, c'est très malin, parce que ça va alimenter les caisses de Rome pour justement construire des arcs de triomphe, embellir la ville, fonder des colonies de droit romain. Et donc en fait, Rome va commencer à prospérer, à complètement devenir une cité au-dessus de toutes les autres. Ça, c'était cette deuxième conséquence. Sans oublier non plus le fait qu'après avoir vaincu sur mer l'Empire séleucide, Rome n'a plus trop de rival en termes de puissance navale. Il y a encore les Lagides, mais les Lagides sont très pacifiques. Du moins par rapport à tous les autres États. Ils font aussi des guerres, hein. Faut pas penser non plus qu'ils sont peace and love, hein, mais bon d'accord, il y aura Cléopâtre et Marc-Antoine, mais c'est une autre histoire. Et donc Rome domine sur les flots. Et les flots, on oublie souvent de le dire en France, parce qu'on n'est pas un pays de tradition navale plus que ça, mais c'est un moyen de projeter la puissance des légions bien plus rapidement que par voie de terre. Certes, il y a le réseau routier des Romains qui sont en train de construire, mais il y aura aussi bien sûr le transport naval. Le Mare Nostrum est en cours de construction. Et enfin, les dernières conséquences sont d'ordre militaire, dans le sens où Magnésie du Sipil confirme le fait que la phalange séleucide, d'inspiration macédonienne, est vaincue, une fois de plus, par la Légion, non pas vaincue à la régulière parce qu'elle est intrinsèquement moins forte que la Légion, mais vaincue parce qu'elle est utilisée avec d'autres armes, comme les éléphants de guerre, qui ne développent pas de synergie avec elle, et au contraire, les éléphants de guerre affaiblissent la phalange. Dommage. Et le dernier point, ce sont les cavaliers cataphractes. Magnésie du Sipil, c'est un exemple que l'on trouve comme l'un des premiers cas de leur emploi avec succès, certes au milieu d'une défaite, mais ce type de cavalier va être amené à être utilisé de plus en plus au cours de l'Antiquité, et vous verrez au cours de prochains épisodes que le rôle va aller croissant. Et Rome, tôt ou tard, finira par copier ce qui marche, et Rome se dotera de cataphractes. Je vais vous souhaiter donc une bonne continuation pour la suite, et le prochain épisode que je vais faire sera très probablement sur Pydna, sauf si jamais je trouve une bataille qui est digne d'intérêt entre Magnésie du Sipil et Pydna. Je vous dis à bientôt, à la prochaine.